Salam à tous, bienvenue dans ce nouveau cours de génie génétique, comme je vous le rappelle, licence biologie moléculaire, troisième année. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder quelques notions de base clés pour pouvoir bien comprendre les différents chapitres et différentes vidéos que nous avons déjà vues ensemble et celles qui vont venir, surtout la prochaine sur l'effet des mutations sur l'expression et les gènes. Les organismes vivants, ils ont différents niveaux de complexité. غادي نكونوا في un niveau de complexité le plus faible اللي نصيبوه par exemple في les virus اللي رانا بزاف نسمعوا بهم هاد الايامات اللي notamment مع le Covid-19. Mais bien évidemment on a différents types d'organismes associés à différentes échelles de complexité au niveau physiologique. Donc vous pouvez avoir les archébactéries, les bactéries, les algues, les végétaux, au mentali, les humains, on fait partie du règne des animaux. Et donc en tant qu'humain, on s'auto-octroie le fait qu'on est les organismes les plus évolués puisque nous avons un côté intellectuel bien plus important. Donc il faut comprendre une chose, c'est que le cours que je vais dispenser, il va avoir objectif de vous apporter une double compétence et qui est vraiment complémentaire. La première compétence, ça va être de comment on fait pour comprendre le vivant. Quand je dis comprendre le vivant, c'est au niveau mécanisme moléculaire. Et la deuxième chose, c'est à partir du moment où je comprends le vivant, est-ce que je peux améliorer le vivant? Notamment, on a comme un exemple par la production de médicaments, par système de protéines recombinantes, etc., etc. L'élément aussi important à prendre en considération, c'est que l'aspect évolution des génomes ou complexité du génome ne va pas forcément être en corrélation avec la complexité physiologique dans un organisme vivant. Si on prend l'exemple des végétaux, et nous verrons ça dans le prochain cours de mutagénèse et mutation, les végétaux présentent des génomes extrêmement importants au niveau de la quantité en taille, mais aussi au niveau de la quantité de gènes par rapport aux êtres humains. Mais d'un point de vue complexité, on va dire physiologique, phénotypique, les humains possèdent un nombre important de caractéristiques que n'ont pas les végétaux. Donc ça, c'est un élément important pour comprendre la différence entre, en fin de compte, la complexité génétique et la complexité phénotypique. Vous savez tous, un organisme ou un animal va être composé de plusieurs organes qui vont garantir la fonction physiologique de l'organisme vivant. Ces organes vont être composés de tissus et ces tissus sont composés de cellules. Et là, on parlera, donc, dans le cas des organes supérieurs, de cellules eucaryotiques. Donc ce sont des cellules qui vont avoir un certain nombre de caractéristiques dont nous allons parler ultérieurement. Donc, on peut différencier au niveau cellulaire deux types de cellules, les prokaryotes et les eucaryotes. Donc c'est des cours que vous connaissez normalement très bien puisque vous les avez eus au lycée ou la première année ou deuxième année de lycée, d'université, excusez-moi. Donc on va voir les prokaryotes et les eucaryotes. Les prokaryotes sont des cellules bien plus simples que celles qui sont eucaryotiques. Les eucaryotiques, il en manque une catégorie puisque c'est les cellules de plantes qui vont être relativement différentes par la présence notamment d'une paroi et d'une vacuole par rapport aux cellules eucaryotiques animales. Donc, quels sont les composites importants dont nous devons parler maintenant? Tous sont importants, mais il y en a certains qui vont être un peu plus importants que d'autres dans le cadre de notre cours, notamment les membranes plasmiques. Comme vous le savez, les membranes plasmiques, c'est une bicouche de phospholipides, comme vous pouvez le voir, au sein desquelles sont insérées des protéines. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a différents types de protéines. Certaines protéines peuvent être extracellulaires, certaines intracellulaires et certaines transmembranaires. Pareil, on peut en avoir certaines qui sont associées aux membranes directement ou indirectement. Donc ça, c'est un élément extrêmement important puisqu'en fait, ces protéines vont avoir vraiment un certain nombre de fonctions qui vont être clés pour la survie de la cellule et pour sa physiologie. Donc, si vous devez réviser un côté théorique, je vous suggère d'aller assez loin dans ce type d'éléments-là pour pouvoir comprendre le cours ou les cours qui vont arriver. Donc, quels sont les rôles de ces protéines membranaires? Donc, l'élément qu'on pourrait discuter en premier, c'est la signalisation cellulaire.
Donc la signalisation cellulaire, ça va consister à quoi? En fin de compte, la signalisation, le dor تاعها, c'est أن الخلايا تقدر تلتقط un signal extracellulaire. Donc vous avez par exemple la molécule hamra et qui va être perçue par des protéines qui peuvent être membranaires ou intracellulaires. Et ces protéines-là vont activer ce qu'on appelle une cascade de signalisation de protéines qui est composée d'un certain nombre de protéines qui vont en fait s'influencer les unes les autres à la chaîne. Donc le récepteur va influencer la première, qui va influencer la seconde, qui va influencer la troisième, etc., etc. Et ceci va aboutir à différents phénomènes dans la cellule et globalement ceci aboutit à ce qu'on appelle une réponse de la cellule par rapport au signal qu'elle a perçu. Donc vous avez énormément de voies de signalisation cellulaire et ces voies de signalisation cellulaire vont être associées à différents types de stimuli et de signaux. Mais globalement, ce qu'on peut avoir comme réponse, quel que soit le type de voie de signalisation, on peut notamment avoir l'activation de voies enzymatiques. Donc, par exemple, l'activation d'enzymes qui vont produire des composés secondaires, qui vont avoir par exemple un rôle dans la réponse immunitaire d'une cellule ou dans la réponse à un stimuli environnemental. On peut avoir aussi des modifications de la forme de la cellule, des modifications sur le déplacement de la cellule. Donc ça, c'est aussi un type de réponse. Mais nous, en fait, on va s'attarder sur un mécanisme de réponse qui associe l'implication de ce qu'on appelle les facteurs de transcription. Alors, les facteurs de transcription, ce sont des protéines qui ont la capacité de se lier à l'ADN, d'une part, et qui aussi ont la capacité, de manière directe ou indirecte, d'activer une réponse au niveau des gènes. Alors, pour aller plus loin, comment on peut voir les choses? Grosso modo, après l'activation de la voie de signalisation, la dernière protéine de signalisation va pouvoir activer le facteur de transcription. Et cette activation va conduire à la fixation du facteur de transcription sur sa cible ADN. Et le facteur de transcription va pouvoir recruter ou au contraire retirer l'ARN polymérase. Alors, je connais l'ARN polymérase, c'est une enzyme qui est importante pour la biosynthèse des acides ribonucléiques ou ribonucléiques de type donc ARN. Et donc, ces ARN vont être par la suite traduits et donner des protéines qui, elles, vont avoir un rôle dans la réponse cellulaire. Donc, comme je vous ai dit, les facteurs de transcription peuvent induire, qu'on appelle induire, donc stimuler l'expression d'un gène, donc ils hafzou l'expression d'un gène, ou au contraire réprimer l'expression d'un gène. Mais dans tous les cas, c'est une voie de réponse très importante pour les cellules. Donc, afin d'aller plus loin pour expliquer le modèle facteur de transcription ADN, parlons un peu plus de l'ADN. Comme vous le savez tous, et si vous ne le savez pas, je vous encourage à aller prendre des livres pour pouvoir vous documenter. Donc, l'ADN est un enchaînement de désoxyribonucléotides avec, pour chaque désoxyribonucléotide, un sucre, un désoxyribose, un phosphate et une base. 2 désoxyribonucléotides sont attachés via le phosphate. Et donc, l'ADN va être un enchaînement de 2 chaînes de désoxyribonucléotides complémentaires qui vont se fixer par l'association des bases azotées, qui vont établir des ponts hydrogènes. Donc, les bases azotées peuvent être, on a 2 types d'associations, la thymine avec l'adénine avec 2 liaisons hydrogènes, ou la guanine et la cytosine avec 3 liaisons hydrogènes. Ça, c'est la structure, on va dire, le modèle admis et qui régit la majeure partie des cas retrouvés dans la nature. Néanmoins, il y a des modifications et il y a des exceptions par rapport ne serait-ce qu'au nombre de chaînes associées au sein d'une molécule d'ADN, qui peuvent être 3 ou 4, où on peut retrouver aussi sur les bases azotées, on va retrouver par exemple des bases azotées différentes ou ce qu'on appelle atypiques. Donc l'ADN va être composé de différentes régions. Donc quand on chauffe la molécule d'ADN, au niveau juste de la séquence ADN, différentes régions. On a une discrimination entre 2 types de régions, ce qu'on appelle les régions codantes et les régions non codantes. Donc les régions non codantes sont l'ADN qui ne protéine, ne donnent pas de protéines. Alors que les régions codantes, elles, vont avoir un rôle dans la production de protéines importantes pour la physiologie de la cellule.
Ça ne veut pas dire que les régions non codantes n'ont pas un rôle important dans la physiologie des cellules, comme il a été admis un certain nombre d'années. Euh, et maintenant, en fait, on s'aperçoit que ces régions non codantes ont aussi un rôle important, par exemple, dans la régulation des processus physiologiques ou de l'expression des gènes, etc., etc. Donc, dans les régions codantes, on va retrouver basiquement des gènes. Donc, qu'est-ce qu'un gène? Un gène est une séquence d'ADN qui va donner une protéine. Ces gènes sont organisés de différentes manières en fonction qu'on soit chez un prokaryote ou un eucaryote. Chez un prokaryote, on va retrouver une association de gènes regroupés ensemble et qui vont être transcrits en même temps, ce qui nous forme un opérant. Donc, dans l'exemple, vous avez le gène A, B, C et D qui sont associés les uns derrière les autres. Les gènes ils vont être placés sous le contrôle d'un promoteur. Donc, un gène va être composé de ces séquences, plus le promoteur, ça c'est l'ensemble du gène. Et donc ce promoteur, je vous en parlerai plus tard, il va être important pour activer l'expression des gènes. Et donc l'ensemble des gènes vont être transcrits et l'ensemble va être traduit en même temps. Par contre, chez les eucaryotes, les gènes ne sont pas, ou dans la majorité des cas, pas associés en opérant. On va voir chaque gène avec son propre promoteur. Et les gènes vont être, chez les eucaryotes, composés d'exons et d'introns. Les exons vont être les régions codantes de l'ADN, donc les acides aminés, alors que les introns n'ont d'or l'ARN final mature par le processus d'épissage alternatif. Donc on va se retrouver avec un enchaînement d'exons qui vont donner l'ARN. Donc les gènes eucaryotiques sont aussi composés, comme je vous ai dit, de promoteurs et qui vont avoir le même rôle que dans le cas des prokaryotes, donc l'activation ou l'inactivation de l'expression d'un gène. Bien évidemment, l'expression d'un gène, il y a la production de l'ARN qui va donner la protéine. Mécanistiquement parlant, comment ceci se passe? Donc en fait, l'ARN polymérase va se fixer sur le promoteur, elle va ouvrir la molécule d'ADN et elle va transcrire, donc istinsert, la région codante. Puis arrivée au terminateur, elle va se décrocher de l'ADN, ce qui va libérer l'ARN. Les ARN chez les prokaryotes, ils ne sont pas épicés, donc il n'y a pas d'épissage des ARN, donc il n'y a pas directement, les ARN, vont être traduits directement. Alors que chez les eucaryotes, il va y avoir un épissage alternatif. Donc, qu'est-ce qu'un promoteur? Le promoteur, il a un rôle aussi important que les régions codantes. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la fonction d'un gène, elle va être déterminée par deux éléments. Le premier élément que vous connaissez tous, c'est la protéine qu'il donne. Donc ça, c'est quelque chose d'important, puisque cette protéine va porter une fonction qu'elle va devoir médier dans la cellule. Mais pour que cette protéine puisse médier cette fonction de la meilleure manière possible, il faut qu'elle soit produite au bon moment, au bon endroit. Et ça, c'est le rôle du promoteur. Donc, quand vous avez un gène, quand vous avez le promoteur, la fonction de le gène. Donc, le promoteur, c'est une séquence non codante qui va être importante pour le contrôle de l'expression des gènes. Et cette séquence, en fait, c'est pas toute la séquence du promoteur qui va être importante pour sa fonction, c'est certaines régions. Donc comme vous pouvez le voir avec ici coloré en rouge ou en jaune ou en vert par exemple. Et en fait ces régions-là, on appelle ça des motifs cis. Donc les motifs ADN, en fait, ils vont permettre de pouvoir activer ou désactiver en fin de compte le promoteur. Donc comment cela se passe? C'est très simple. Donc vous avez un promoteur. Le promoteur, il va avoir une séquence ADN préférentielle. D'accord? Par exemple, le promoteur, on a T, G, 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 A, A, T, T, C, 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 C. Et donc cet élément 6 va pouvoir reconnaître ce qu'on appelle un élément trans. Reconnaître un élément trans. Donc l'élément trans, c'est le facteur de transcription. Donc la protéine qui va être le facteur de transcription pourra se fixer sur le promoteur sur une région bien déterminée. Et en fait, l'ensemble de l'association élément 6, promoteur, et élément trans, facteur de transcription, va permettre en fin de compte
d'avoir l'effet sur l'activation de l'expression du gène. Donc ici, vous avez par exemple 3 promoteurs différents avec des séquences différentes. Ben, on peut imaginer que ces 3 plutôt éléments 6, pas promoteurs, mais éléments 6 différents, on peut imaginer que ces 3 éléments 6 vont pouvoir recruter des protéines avec des motifs protéiques différents. Donc, les motifs protéiques, bien évidemment, sont associés à des facteurs de transcription respectifs. Alors, quels sont les exemples de motifs protéiques qu'on peut donner? Donc, vous avez par exemple les 3 exemples ici de motifs protéiques associés à des facteurs de transcription. Vous avez le zinc finger, le leucine zipper et le BHLH. Donc, ça, c'est 3 parties de protéines qui vont reconnaître des parties de l'ADN en élément 6. Donc, pour avoir un schéma un peu plus précis, imaginons ce gène où on a le promoteur avec le gène, d'accord, ou la région codante du gène, qu'on appelle ORF, dans cet exemple-là, Open Reading Frame, ça va être la région qui va être transcrite. Donc ici, vous avez l'ARN polymérase qui est fixé par le biais de 2 facteurs de transcription. Si on fait un zoom sur cette ARN polymérase, et bien vous verrez que l'ARN polymérase est fixé aux facteurs de transcription qui sont eux-mêmes fixés sur le promoteur. Donc ici, vous pouvez voir que dans cet exemple-là, ce n'est pas tout le facteur de transcription qui est fixé, mais seulement une partie du facteur de transcription. Et en fin de compte, cet exemple, par exemple, ici, c'est que ce facteur de transcription, il possède un zinc finger qui va lui permettre de reconnaître une région de l'ADN qui est GGGG. L'autre facteur de transcription, quant à lui, par exemple, il peut avoir un BHLH qui va lui permettre de reconnaître cette séquence TTTC. Et c'est la fixation des 2 facteurs de transcription qui va permettre le recrutement de l'ARN polymérase et donc activer l'expression des gènes dans l'exemple. Donc la régulation cis-trans est un exemple de régulation très étudié et très important dans les cellules eucaryotiques et prokaryotiques aussi, puisque les facteurs de transcription, on peut les retrouver aussi chez les prokaryotes, les champignons, etc. Et donc, c'est un élément important pour la régulation. Mais ce n'est pas le seul. Les cellules peuvent réguler l'expression d'un gène à différentes étapes du fonctionnement du gène. Donc vous avez par définition, dans notre exemple, le promoteur et l'ORF. Donc après expression ou transcription du gène, on va avoir la production d'un ARN. Après sa traduction, il va donner une protéine. Et certaines protéines peuvent parfois s'assembler pour donner un complexe protéique. Donc, il faut imaginer que la cellule peut contrôler le processus de production de la protéine et du fonctionnement de la protéine à différentes étapes. Donc vous avez pu voir ici que la régulation cis-trans est une régulation qui va jouer un rôle au niveau du promoteur pour pouvoir activer ou inactiver la production de l'ARN. Mais on peut aussi avoir des régulations qui vont affecter la transcription, qui vont par exemple provoquer l'avortement de la transcription. On peut avoir la régulation de la durée de vie des ARN. Ça veut dire qu'un ARN peut avoir une durée de vie déterminée. Ou une durée de vie déterminée, c'est-à-dire الترجمة تاعو تصرا par exemple 5 خطرات ومن بعد يموت الARN يتلاشى 10 خطرات 15 خطرة etc. Donc la régulation de la durée de vie de l'ARN. On peut avoir aussi l'avortement de la traduction, c'est-à-dire que quand un ribosome est fixé sur l'ARN pour produire la protéine, eh bien on peut avoir l'avortement de la traduction si nécessaire. On peut avoir, une fois la protéine produite, la régulation de sa fonction par l'ajout de modifications chimiques qu'on appelle des modifications post-traductionnelles, mais بعد الترجمة. هذا par exemple, à titre d'exemple, on peut prendre l'exemple اللي فتنا عليه تاع la signalisation cellulaire ونقول لكم protéine تأثر على خوتها. Et donc en fin de compte, ça c'est un exemple de modification post-traductionnelle. Donc aussi, la cellule peut dégrader, en fin de compte, la protéine, si elle n'en a pas besoin, par un processus qui s'appelle l'ubiquitination, que je vous encourage à aller documenter et lire des articles dessus. Par ailleurs, si une protéine doit s'assembler pour donner un complexe de protéines, donc ici, la cellule peut contrôler le complexe pour associer ou dissocier, en fin de compte, la protéine. Et vous avez un exemple chez les plantes où il y a la protéine NPR1 en forme de complexe sur le cytosol, ou qui يجي l'activateur تاعها اللي هو l'acide salicylique راح يحرر هذوك les monomères, اسمهم les monomères, جزيئات تاع البروتينات هذوك, où elles vont se libérer, elles vont avoir une fonction dans le noyau. Donc en fin de compte,
c'est qu'il peut y avoir la régulation de l'assemblage des protéines. Et si vous avez des complexes protéiques, bien évidemment, la cellule peut désassembler les protéines, les dégrader ou bien évidemment inhiber le complexe protéique. Donc les mécanismes de régulation de la cellule pour l'expression d'un gène, ils sont multiples et multidimensionnels. Et on voit bien que, en fin de compte, les cellules prennent beaucoup de précautions pour pouvoir, en fin de compte, bien contrôler l'expression des gènes. Un autre élément aussi pour le contrôle de l'expression de certaines régions de l'ADN, là, quand je vais vous parler de régions, ça ne va pas être un seul gène ou deux gènes, mais plutôt un groupe de gènes, ça va être une régulation liée à la superstructure de l'ADN. Comme vous le savez tous, l'ADN, il va être dans la cellule compacté, donc pour pouvoir former la chromatine. Cette compaction fait intervenir des protéines chargées positivement, c'est les histones. Et l'association entre les charges positives des histones et les charges négatives de l'ADN permet la fixation de l'histone à l'ADN. Et donc, les histones vont pouvoir s'associer pour former des solénoïdes, et ces solénoïdes vont s'associer à des protéines de structure ou d'armature, pour former les futurs chromosomes et avoir des degrés de compaction bien plus supérieurs. Donc, il faut comprendre qu'une façon aussi qu'ont les cellules de réguler l'expression d'un gène peut passer par le contrôle de la superstructure de l'ADN. C'est-à-dire que les cellules, donc, prenons l'exemple d'un gène ici dans cet exemple-là, nous avons dans la cellule, à l'état naturel, deux types de chromatine. Il y a l'hétérochromatine, qui est la chromatine en forme compactée, et le chromatine, où la chromatine va être sous forme décompactée. Et donc les gènes qui sont dans des régions où il y a l'hétérochromatine, ils sont piégés et ils ne peuvent pas être activés. Pourquoi ils sont piégés? Parce que la compaction est telle que les facteurs de transcription ou l'ARN polymérase ne peuvent pas accéder à ces gènes. Donc les cellules peuvent décider de contrôler l'expression des gènes via la décompaction, des processus moléculaires de décompaction de l'ADN. Après la décompaction, vous avez le gène par exemple en hétérochromatine en compaction, ce gène off. Donc la décompaction va pouvoir ouvrir la chromatine et permettre aux facteurs de transcription et aux ARN polymérase le gène pour activer en fin de compte son expression. Alors, comment les cellules peuvent-elles contrôler quelque part la compaction de l'ADN? Donc, c'est une science, l'épigénétique, et nous allons juste quelques exemples des mécanismes. Un des mécanismes qui a été l'un des premiers caractérisés la compaction, la décompaction de l'ADN, ou l'iltisaq de les histones par rapport à l'ADN. Quand on est dans une chromatine condensée, les histones se fixent de manière plus forte à l'ADN, alors que quand c'est une chromatine décompactée, les histones s'éloignent un peu de l'ADN, ou s'éloignent plus de l'ADN. Comment se fait l'éloignement ou le rapprochement des histones? C'est très simple. Comme je vous ai dit, les histones se fixent à l'ADN car ils ont des charges positives. Et donc, un moyen pour les cellules de pouvoir quelque part contrôler la fixation ou des histones, elle peut jouer sur les charges positives des histones. Donc vous avez un processus qui est très connu dans la science de l'épigénétique, qui est l'acétylation des histones. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle des histones acétylases, ou enzymètres, qui vont acétyler les histones. Et l'acétylation des histones, va pouvoir permettre l'ajout, en fin de compte, de charges négatives aux histones. ومادام يكون كاين l'histone عنده une charge négative ou l'ADN bien évidemment عنده la charge négative راح يكون كاين تناثر بين l'histone ou l'ADN. Et donc مادام يكون كاين تناثر راه كاين تباعد بين l'histone ou l'ADN et donc تتحل la chromatine. Et l'acétylation des histones permet de faire passer de l'état d'hétérochromatine à l'état euchromatine. بالعكس si par exemple la cellule تحب dire compaction de l'ADN واش دير تجيب une enzyme اسمها une histone déacétylase اللي رايحه تنحي هذوك les acétyles pour pouvoir provoquer le rapprochement des histones. Donc
ça, c'était un exemple assez important du contrôle de l'expression des gènes. Donc vous pouvez voir de par ce cours qu'il y a plusieurs niveaux de contrôle de l'expression des gènes, et ça c'est extrêmement important quand on fait de la recherche, de pouvoir saisir cette complexité-là. Et il faut comprendre aussi, comme conclusion, le cours, c'est aussi la signalisation cellulaire, et savoir qu'en fin de compte ça existe et que ça peut contrôler différents phénomènes. Donc, je vous remercie pour le visionnement de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de mutagénèse et mutation.